Cinéma, musique et spiritualité. C'est un beau sujet. Tout d'abord, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Bayt el-Hikma, ce monument emblématique qui inspire de la pure sagesse par la beauté architecturale héritée de la dynastie hussainide. Chaque fois que je m'installe ici pour faire une présentation, pour assister dans une conférence, j'admire l'architecture dont elle dispose, qui représente pure et dure notre propre identité architecturale. Je tiens à saluer aussi, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, spécialement Madame Amel Ben Ammar Regueid, qui recevait notre contribution, toute femme membre du comité scientifique de ce colloque, bien évidemment Monsieur Samir Bacha, que nous félicitons pour son nouveau poste au ministère de l'Enseignement supérieur, et professeur Sadir, le modérateur de cette session. Ma communication est intitulée « Cinéma, musique et spiritualité », une reliaison entre le son, l'image et la psychologie du spectateur. J'essayerai de démontrer cette petite hypothèse en m'appuyant sur la trilogie de Nasser Khmir, qui a été considérée comme référentielle à plusieurs niveaux académiques internationaux. Donc, à travers des études en embryologie, des chercheurs ont prouvé que dès le stade embryonnaire, le fœtus est capable d'écouter, et ce, en captant le rythme de son propre cœur et celui de sa mère, qui le porte dans son ventre. C'est une étude publiée dans un journal scientifique sur Science Direct. Et plus l'être grandit, plus son cerveau s'habitue à des mélanges sonores de plusieurs variables et paramètres d'influence de qualité pour se trouver ensuite apte de comprendre, de distinguer, de classer, voire admirer les différentes variables acoustiques qu'il a captées. On peut entendre plusieurs variations musicales et sonores qui nous poussent à être d'abord inspirés, mais surtout à filtrer ce qui nous aide à évoluer, à innover, et ce qui reste classé distinctif. La composition sonore de notre quotidien comporte un nombre infini de variables dont on ne fait jamais attention à la totalité. C'est enregistré dans notre mémoire sans qu'on fasse attention, mais quand notre cerveau l'enregistre, personne ne peut lier qu'il puisse entendre parfois une voix qui lui fait revivre un instant ou un sentiment déjà vécu. On parle de mémoire, du déjà senti, du déjà vécu, qui représente un mélange entre une odeur, une ouïe, une voix, peut-être une partition musicale, qui ont été déjà entendues auparavant et qui se sont jumelées ensemble pour nous faire sentir que ce qu'on est en train de vivre à l'instant X est déjà visionné dans notre mémoire au passé. De telles connaissances sonores acquises par l'être humain se sédimentent à travers le temps, deviennent classées et évolutives, jusqu'à son exploitation en tant que spectateur de cinéma en visionnant un film, embelli par une bande sonore à esthétique bien définie et variée. Un film, quand on le visionne, si on le met en muet, d'ailleurs en histoire, il a débuté par le film muet, mais il a été tout de même accompagné par des orchestres qui jouaient des partitions musicales qui poussaient le spectateur à avoir des sentiments de chagrin, de gaieté, de fierté, de jalousie parfois, même de la comédie pour les pousser à rire. La musique, quand elle s'ajoute à une bande imagière, a une influence sur la psychologie du récepteur qui est le spectateur du cinéma. Donc le film est une amalgame d'images et de sons. L'image est perçue par l'œil, la bande sonore de toute sa composition est entendue par l'oreille, et la jonction des deux ensemble fait naître ce qui est vécu dans l'âme ou le psyché du spectateur. Donc, ce qui nous pousse à définir un film comme une reliaison entre le son, l'image et la psychologie du spectateur, qui influence sa réaction envers le film, envers ce qu'il est en train de visionner, que ce soit en poussant ses larmes à couler, ou bien à son sourire, ou bien à un applaudissement, par exemple, dans le cas d'un hommage rendu à un personnage historique, etc. Le film se classe en deux concepts. L'espace image, qui est dans l'histoire du cinéma une succession d'images qui a commencé dans le zoetrope
à la vitesse de 12 images par seconde, puis c'est étalé jusqu'à 24 à 34 images par seconde par les caméras numériques de nos jours, et même des milliers d'images prises par seconde pour ralentir les vitesses des vidéos perçues, ce qui nous fait percevoir avec détail l'épanouissement d'une rose, par exemple, malgré que ou des mouvements plus rapides, un pigeon qui vole ou quelque chose comme ça. Et quand on multiplie le nombre d'images prises, ça ralentit la vitesse réelle qui n'est pas perçue par l'œil humain d'habitude, qui ne capte que 3 images par seconde. Donc la succession de 34 images par seconde, c'est la vraie estimation qui pousse le spectateur à dire que c'est une image mouvante, alors qu'en réalité, c'est une succession d'images fixes ajoutées, à laquelle on a ajouté un espace sonore qui, déjà, l'espace image se limite sur les bords de l'écran, alors que l'espace sonore est vécu dans la totalité de l'espace de la salle de projection. Donc, l'espace image a plusieurs esthétiques qui le mettent en valeur. On parle d'échelle de plans, on utilise les plans rapprochés pour voir les sentiments des spectateurs, les plans paysages pour avoir une grande vision sur l'emplacement ethnographique ou bien le cadre socio-temporel de l'œuvre cinématographique. Il y a aussi les angles de prise de vue, la neutralité en face à face entre le caméraman et l'acteur, ou bien la caméra plongée qui minimise, soi-disant, le personnage représenté, alors que la contre-plongée le met en valeur, l'amplifie, entre autres. Il y a aussi les distances focales. On peut jouer sur ce qui est flou et qui est net, par exemple, dans une scène de discussion. On peut ne pas se concentrer sur les deux personnages dans le dialogue, mais sur ce qui est représenté en arrière-plan, on le met en clair, et les personnages qui parlent en flou pour pousser le spectateur à lier ce qu'il visionne à ce qu'il entend. Donc c'est une jonction assurée à travers des choix esthétiques bien définis, décidés par le réalisateur depuis l'écriture du scénario et le concept de la séquence. Il y a aussi les mouvements de la caméra. Il y a des plans fixes, d'autres qui sont en transition. Les plans pris par la grue ou par le drone pour prendre des visions paysagères, ça aussi a une influence sur la perception de l'image par le spectateur. Le ton qu'ils sont, le sentiment, l'état psychique, entre autres, que reçoit le spectateur en visionnant le film, et quand il fait un feedback, soi-disant, quand il visionne un film, la scène, comment elle influence, c'est par la bande musicale qui l'accompagne par la suite, qu'on va expliquer avec plus de détails. Donc l'espace image, c'est principalement ce que l'auteur du film veuille que ses spectateurs perçoivent sans dépasser les bords d'un plan cinématographique. Cette règle est devenue contredite par la caméra 360 qui capte tout l'espace qui entoure la caméra, mais dans le cinéma, les œuvres qu'on appelle films d'auteur, les réalisateurs s'appuient généralement sur ce cadre qui leur pousse à créer des barrières, des bornes pour leur propre vision, à travers laquelle ils veulent stimuler la vision du spectateur. Et on parle de la bande sonore. L'espace sonore exploité pendant une projection cinématographique, on peut trouver par exemple pendant des scènes d'horreur des fractions musicales qui font peur, qui stimulent le chagrin et la férocité de la scène perçue. Je pousse mes étudiants par exemple, quand on fait le cours d'analyse filmique, de visionner un plan en muet et d'écouter la bande sonore toute seule. Par la suite, jonctionner tous les deux pour distinguer le rôle de la bande sonore ajoutée au plan cinématographique, à quel point ça peut influencer la perception du spectateur et sa réception, son psyché, comment il est influencé, entre autres, par le choix esthétique du réalisateur. Donc la bande sonore varie entre le silence, carrément, quand on a un plan silencieux, c'est considéré comme une bande sonore du film, un choix esthétique qui choisi par le réalisateur ou par l'auteur du scénario pour pousser le spectateur à penser, à poser des questions. Il voit un plan, il y a une esthétique bien définie, mais il n'y a aucun son qu'on écoute, ni le dialogue, ni des effets sonores, ni une bande musicale.
Donc ce silence joue un rôle primordial pour stimuler la pensée du spectateur et le pousser à avoir des réactions bien définies. De même avec le dialogue, le timbre de la voix de l'acteur qui interprète le rôle, s'il s'agit d'un personnage triste, terrifiant, n'importe quelle situation socio-psychologique du personnage, pardon, que le réalisateur pousse le spectateur à définir par l'ambiance sonore qu'il crée dans chaque plan cinématographique. Donc la neuroliaison qui se reflète à la manière dont le cerveau et les sens interagissent avec les stimuli audiovisuels joue un rôle crucial sur la psychologie du spectateur que nous allons essayer de disséquer dans la trilogie de Nasser Khmir. Il est un artiste pluridisciplinaire ayant 5 décennies d'activité en tant que cinéaste, ayant réalisé 15 films, calligraphe, poète, romancier, il a publié 15 livres. Un peintre, il a fait 2 expositions de 101 tableaux en Tunisie ainsi qu'à l'étranger. Un sculpteur, un conteur, donc cette multitude de talents dont dispose Nasser Khmir nous rappelle les polymathes, entre autres. Les scientifiques qui avaient aura à la fois scientifique et artistique. D'ailleurs, il y a des recherches scientifiques qui prouvent la liaison entre les 2 hémisphères du cerveau. Elle est assurée par la pratique de la musique, par l'entraînement du sens de l'ouïe, de l'écoute, qui peut influencer la créativité d'un scientifique en ayant une vision autrement artistique. On peut par exemple citer la grande architecte, j'ai oublié son nom, dont les constructions étaient d'une façon arrondie, exactement, Zoé Hadid. Elle a brisé la barrière d'exactitude de ligne chez les architectes parce qu'elle est polymathée, parce qu'elle est pluridisciplinaire, parce qu'elle a des visions artistiques qu'elle essaye d'introduire dans l'art et dans l'architecture, entre autres. Donc, avant de devenir cinéaste, Nasser Khmir a un parcours artistique pluridisciplinaire, tout en ayant la spiritualité comme point de liaison entre ses activités de poète, de calligraphe, de dessinateur, sculpteur et conteur. Et c'est ce qui a tamponné son empreinte cinématographique par un aura mystique qui touche la profonde psychologie du spectateur en la bifurquant en sentiment de divinité, de spiritualité, de musicalité, d'identité arabo-islamique, entre autres. Imbibé d'orientalisme, et ce à travers sa création d'une neuroliaison entre le son et l'image de ses œuvres et la psychologie du spectateur qui les perçoit. Sa trilogie du désert, telle qu'il la baptise Nasser Khmir, a été acquise par une centaine d'universités américaines et utilisée en tant que didactique d'enseignement en philosophie, en histoire, en sociologie pour avoir une idée sur l'orientalisme et les différentes perceptions des populations arabo-musulmanes. Et ces films sont connus pour leur approche artistique unique, combinant des éléments visuels poétiques, une musique évoutante et des messages spirituels profonds. Nous examinerons le contexte de cette trilogie, le style cinématographique de Nasser Khmir, entre autres, et son utilisation de la musique et de l'image pour transmettre des idées spirituelles par cette composition. Nous nous rappelons de la formule de Chion, le théoricien en musicologie pour le cinéma, qui dit que le son ne cesse de stimuler ce que l'on voit. Il y a même des études ces dernières années sur l'impact de la musique sur les émotions humaines et son rôle potentiel dans l'amélioration du bien-être émotionnel et de la spiritualité qui suscite un intérêt croissant. La recherche neuroscientifique a fourni des informations précieuses sur les mécanismes par lesquels la musique peut évoquer et moduler des émotions. Il y a plusieurs articles utilisés à ce propos quand on entre sur Google Scholar et on écrit musique plus inspiration plus neurosciences, on trouve un tas d'articles publiés. Le concept principal de la filmographie de Nasser Khmir, dans la majeure partie de son parcours, se distingue par sa polyvalence. Il ne cessait de véhiculer l'image de la religion de l'islam comme fontaine de sagesse, d'amour-propre, de bonne foi, d'hospitalité et de tolérance. Je prouve ça en mentionnant quelques plans de ces 3 films, Les baliseurs du désert,
Le prince qui contemplait son âme Baba Aziz et le collier perdu de la colombe. Lorsque le son et l'image se fondent pour créer une symphonie sensorielle, une danse complexe se joue sur l'écran et dans l'esprit du spectateur, en le poussant à explorer des lieux subtils qui unissent le son, l'image et la spiritualité. Rapidement, pour le synopsis des baliseurs du désert, c'est un instituteur qui est nommé dans le désert du sud tunisien pour enseigner le grammaire dans un village où il n'y a pas d'école. Il découvre un univers singulier et irréel où les enfants veulent faire pousser un jardin dans un désert dont les hommes recherchent des limites. Amoureux, cet instructeur amoureux de la fille du shir qu'il héberge, il se laisse finalement envoûter par le monde de sable et le chant andalou de ses baliseurs. Dans ce conte, la magie et le réel s'imbriquent pour chanter la beauté du désert. Le cinéaste, par l'attention portée à la composition des plans et des séquences traitées comme des tableaux, et par la poétique de son écriture, rend hommage à la splendeur de la culture arabe. On va donner un petit extrait des baliseurs du désert. Donc ce film, Les baliseurs de désert, représente une vision ésotérique de la civilisation arabo-islamique à travers ce très gros plan latéral de profil, mettant en phare la perte de l'instituteur. Nasser Khmir, le réalisateur lui-même, a interprété ce rôle, qui allait enseigner en plein désert. La perte qu'il sent pour enseigner en plein désert, malgré l'ambiance vide vers laquelle il se dirige, sa volonté en tant qu'enseignant qui dispose d'un message à transmettre, d'une éducation à passer pour les générations, l'a encouragé à entamer ce stade dans sa vie. Et le choix poético-musical, si j'ose dire, de Nasser Khmir, de cette séquence prélude, c'est la première séquence du film, accompagnée de cet extrait musical, il y a la Qawm Dayaouni, dont la poésie est écrite par Ali Gharab Sfersi. Je traduis: mon peuple m'a perdu à considérer qu'il était permis de me tuer. Ils m'ont livré à la mort après avoir retiré leur pardon. Comme si le maître est en train de voyager et à travers ce voyage, il est en train de subir un grand mal, si j'ose dire, parce que malgré la volonté dont il dispose pour éduquer la jeunesse, pour donner vie aux enfants du désert, il fait face aux obstacles qu'il rencontre dans l'espace vide vers lequel il se dirige. Et déjà, c'est un choix qui n'est pas arbitraire de Nasser Khmir de filmer, de choisir que le recrutement de l'enseignant fut dans un milieu désertique. Donc, dans les baliseurs du désert, on peut observer comment la musique envoûtante et les paysages désertiques se conjuguent pour créer une ambiance mystique qui transcende le tangible, invitant le spectateur à une introspection profonde. Les chants traditionnels et les images poétiques fusionnent pour évoquer un sentiment de spiritualité universelle, transportant le public vers un voyage intérieur au-delà des limites de l'écran. Il y a plein de symboles transmis à travers les plans choisis par Nasser Khmir. Dans ce petit dialogue entre l'enseignant et un petit élève de la zone où il a commencé à travailler, il demande à l'enfant qu'est-ce qu'il fait. Il lui répond: il cherche un trésor. Et l'autre, il transmet le plan subjectif, c'est-à-dire la caméra montre ce que voit l'acteur, ce que voit le personnage.
où il dit il ne le trouvera jamais, même s'il creuse toute sa vie. C'est le petit enfant qui est en train de dire ça pour dire que le désert est vide et il y a des recherches profondes là-dessus qui touchent notre identité, entre autres. C'est le message entre les lignes qu'essayait de transmettre Nasser Ahmed dans le dialogue. Passons à Baba Aziz. La jeune Ashtar accompagne son grand-père Baba Aziz dans le désert pour se rendre à une réunion de derviches qui n'a lieu que tous les 30 ans. Pour Baba Aziz, il s'agit en fait d'aller rejoindre sa tombe délimitée par un carré de cailloux, mais le vieil homme est une source de contes et de légendes. Le parcours sera l'occasion de rencontres et récits destinés multiples, un peu comme les mille et une nuits. D'ailleurs, Nasser Ahmed, à plusieurs occasions, dans des dialogues, il a avoué son inspiration des contes de mille et une nuits. Un autre extrait de la prélude de Baba Aziz. Donc, un mouvement spirituel circulaire prouvé par une caméra subjective où le réalisateur reflète la perception du derviche transposé en transe. Il s'agit d'un miroir enraciné de l'identité musicale et rituelle du tartil ou tajwid, des versets coraniques qui reflètent plusieurs dimensions, de la spirituelle à la mythique, passant par la médicale. On a des croyances que le Coran écouté peut provoquer des guérisons de quelques maladies spirituelles ou même corporelles. Donc il s'agit d'un miroir enraciné de l'identité musicale et rituelle, tel-il le tajwid de versets coraniques qui reflète plusieurs dimensions. Une séquence musico-spirituelle compréhensible par les spectateurs des quatre coins de la planète qui la visionnent, quel que soit leur continent ou leur dogme. Il n'y a pas de dialogue dans cette séquence, il n'y a que la musique, il n'y a que des versets coraniques qui sont d'une façon spirituelle qui pousse le spectateur à se concentrer, voire à sentir une tarmira, une transe exactement. Donc Nasser Ahmed finit ce plan de frissons musicaux et magières par l'expression spirituelle-religieuse. La route à Allah est équivalente au nombre de respirations de ces créatures. Pour le collier perdu de la colombe, dans ce conte de Nasser Ahmed, c'était d'abord un conte qu'il a écrit par la suite, il en a adapté un scénario. Zine est le messager d'amour. Cet enfant porte les lettres que s'échangent les amants. Il espère toujours le retour de son père et lui seul sait que son singe Haroun est un prince métamorphosé. Le jeune Hassan apprend la calligraphie, le rêve d'amour. Un jour, il sauve du feu une page d'une histoire où apparaît la princesse de Samarkand. Pardon, j'allais voir l'extrait du film.
Ah, pas en train de marcher. Alors, comment je vais faire? Excusez-moi, je vais fermer le diapo pour pouvoir le visionner. Ça ne se voit pas. Help. Pour la projection de la séquence. Voilà. I ask sorry. صباح الخير يا شيخي. Pour le casier, ça a une influence percussionniste, entre autres, تمرين une البارحة. esthétique bien choisie. حسنا، النقاط مضبوطة، لكن يا حسن الخط أكثر من المقاسات. Le film a été tourné en perse par des acteurs perses et par la suite il a été doublé en arabe. الخط إيقاع المطلق، هو الصلة بين العالم الظاهر والعالم الباطن. الظاهر والباطن. الحرف هو صلاتنا يا حسن. بهذا وحده يصير الخطاط شاهدا على البهاء الإلهي. حسن، اسمع لي حبرا. Donc le titre du film, Le collier perdu de la colombe, fut inspiré du roman Tawq al-Hamama fil Ulfati wal Ullaf, pardon. J'ai presque fini.
Le collier de la colombe dans l'intimité des amoureux d'Ibn Hazm, tout en y ajoutant l'état de perte, al-mafqoud, que Nasser Ahmir juge distinctif dans le cœur des amoureux du passé, éminent de pureté et de lueur. Cette aura de spiritualité débutant au titre et continuant tout au long de la composition sonore et imagière du film, stimule la production de quantités variables d'hormones dopamine qui se propagent dans des cellules cérébrales du spectateur, faisant ainsi osciller son humeur entre joie, spiritualité, tristesse, tension, etc. Il y a aussi une mise en abîme de l'implantation de l'art calligraphique dans l'art du cinéma, que pratiquait Nasser Ahmir aussi, il était calligraphe. Et pour conclure, je m'excuse pour si j'ai dépassé le temps, nous pouvons bien définir la trilogie de Nasser Ahmir comme une symphonie visuelle et sonore qu'il a tissée dans le but de guider le spectateur à travers un conte envoûtant où la musique soufie et les paysages enchanteurs du désert se marient pour créer une expérience sensorielle immersive. À travers des scènes empreintes de symbolisme et de mystère, le film explore les thèmes de la quête spirituelle, et de la connexion humaine, invitant le public à une méditation sur l'essence de l'existence. Merci pour votre attention. Des films, je m'excuse. مريم بن عياد. مدام مريم بن عياد.